Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce neuvième podcast et le tout premier de l'année 2023 organisé par Bluebears IT, l'ESN lyonnaise qui challenge votre système d'information. Je suis Eric Charpentier, cofondateur de Bluebears et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Mercuzzo, le responsable avant-vente de la cybersécurité chez Sophos. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric, merci de m'accueillir pour ce podcast. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie et aujourd'hui, on va discuter ensemble des principales menaces liées à la cybersécurité et des bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger contre ces menaces. Benjamin, tu es donc expert en cybersécu chez Sophos et chaque année, Sophos publie un rapport sur les cybermenaces. Dans ce rapport, Sophos analyse les tendances émergentes et actuelles dans le paysage de la cybercriminalité. Et ce que je te propose, c'est de revenir sur les points les plus saillants de ce rapport, et notamment sur un point important qu'on appelle le crime as a service. Avant même de débuter là, notre échange, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur qui est Sophos? Sophos est un éditeur de solutions de cybersécurité. Nous sommes présents sur le marché depuis 1985 puisque ça a été créé par deux mathématiciens britanniques qui ont établi le siège social historique à Abingdon, à côté d'Oxford. Et Sophos est présent en France depuis les années 2000 et a continué son expansion à travers le monde pour se déployer et travailler à ce qu'on appelle Follow the Sun, c'est-à-dire couvrir tous les fuseaux horaires et avoir une plage de travail en continu sur les 24 heures de notre journée. Aujourd'hui, en fait, Sophos vient du monde de l'édition d'antivirus et dans les années 2000 a étendu son périmètre pour assurer une protection globale du système d'information en assurant la protection de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a mis en œuvre ce qu'on appelle un ACE, en français un écosystème de cybersécurité adaptatif, qui est composé de matériel, de logiciels et de services, ce qui nous permet d'avoir une vision globale sur un système d'information et sur la cybercriminalité et comment y répondre. Ok, ouais, ce qu'on peut dire, c'est que Sophos fait partie un peu des incontournables parmi les acteurs de la cybersécu, quoi, dans le monde. J'espère en tout cas. Ouais, moi je te le confirme, quoi. Donc, on va revenir sur ce rapport. Joe Levy, donc le président de Sophos Technology Group, donc revient sur l'année écoulée et notamment il revient sur les événements marquants de l'année 2022, dont l'éclatement de la guerre en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les répercussions en fait de ce conflit sur la sécurité informatique à l'échelle mondiale? Alors, il y a eu plusieurs choses. On voit déjà que ces différents acteurs précédemment étaient unis dans le cybercrime. Et pourquoi? Parce que c'était la langue russophone qu'on a souvent vue parmi les acteurs entre guillemets célèbres, donc de gens qui lancent des attaques, des différentes attaques sur des systèmes d'information partout à travers le monde. On se rend compte que l'éclatement de cette guerre, la mise en œuvre de cette guerre a donné lieu à, par exemple, la création de sites frauduleux de collecte de dons et plus généralement de l'ingénierie sociale visant à duper les interlocuteurs. Par exemple, le groupe Emotet a envoyé des documents Word faisant circuler des fausses informations, simulant des problématiques d'utilisation d'armes non conventionnelles, surfant ainsi sur une supposée désinformation et une censure des médias. Ces documents, contenaient un arsenal d'exploitation de la faille CVE-2021-40444. Alors en clair, c'est une vulnérabilité de différents systèmes Windows qui permettent d'exécuter du code à distance. On a eu aussi des choses qui sont un petit peu entre guillemets rigolotes parce que certains groupes ont splitté suite à ce conflit. Donc des groupes, on pourrait imaginer qu'ils étaient présents dans les deux pays et de ce fait, il y a eu une scission parce Hmm. que les gens ont voulu se rallier à la cause nationaliste des différents pays qui menaient cette guerre. D'accord. Parallèlement donc à ces attaques là, menées dans le cadre du conflit, on assiste aussi à une évolution de l'économie des malwares, qui est devenue un véritable secteur d'activité professionnelle, avec des services connexes et des process opérationnels similaires à ceux des grands groupes informatiques, qui proposent des offres as a service. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'économie des malwares? Oui, bien entendu, on se rend compte qu'il y a eu une mise en place à grande échelle d'une économie de la cyberattaque avec des groupes spécialisés qui mettent à disposition un arsenal complet d'attaques à la demande. Donc ça va être différentes briques logicielles qui vont être commercialisées
soit en one-shot, soit sous forme d'affiliation, c'est-à-dire par des abonnements. Et ça va donner la capacité à des novices, des gens qui ont un très faible niveau technique, d'utiliser ces outils et à la suite donc de la collecte d'informations, de la compromission de systèmes, de vendre des accès à des ensembles de systèmes compromis, des identifiants et diverses autres informations. On peut donc considérer que les groupes se professionnalisent avec un échelon donc de développeurs, de gens qui font de la commercialisation de briques logicielles, d'autres personnes qui lancent les attaques, qui collectent les informations, qui corrèlent ces informations et qui après les vendent pour que les gens puissent avoir un retour sur investissement directement. Donc c'est vraiment une économie de type professionnel qui va se mettre en place. Donc en fait, c'est quand on parle là c'est une véritable industrialisation de la criminalité en fait, et ça revient sur le terme de crime as a service. Comment en fait comment ce service-là se développe dans le paysage de la cybercriminalité? En effet, comme évoqué précédemment, les groupes se professionnalisent, des groupes écrivent les programmes qui exploitent par exemple des failles de sécurité, les vendent à des acteurs qui eux-mêmes ont leurs propres affiliés qui lancent les attaques, ils compromettent les systèmes, comme je l'ai dit, et à leur tour, ils vont vendre le résultat des 10 attaques. Et ils vont, par exemple, utiliser des mécanismes d'intelligence artificielle pour corréler les informations collectées, les enrichir. Ils ont des services de marketing qui vantent leurs actions. Si on prend l'exemple de Lockbit 3.0, alors c'est pas pour faire la pub que je cite ce groupe, mais c'est simplement pour montrer qu'ils ont fait une évolution dans le système. Par exemple, ils ont mis à disposition de n'importe qui sur des pages publiques les informations qu'ils ont réussi à exfiltrer. Ça fait que leurs victimes peuvent acquérir les informations qui ont été exfiltrées, mais n'importe quel concurrent qui paye le montant d'achat eh bien, pourrait acquérir aussi les dites informations. De plus, ils ont aussi des services de marketing qui vont permettre de vanter leur action. Si on prend l'exemple de Thales, eh bien, c'est pour pas le citer, il y a eu un moment où Lockbit 3.0 s'est vanté de manière publique qu'ils avaient réussi à compromettre Thales et à exfiltrer des données. Donc il y a eu un effet direct dans la vraie vie, c'est que ça a fait tomber le cours de l'action de Thales. Après, lorsqu'ils ont publié les dites informations, celles-ci étaient anecdotiques et il semblerait que les informations exfiltrées provenaient d'un sous-traitant de Thales et pas de l'entreprise directement. En revanche, le cours de l'action Thales a perdu un petit peu. On voit qu'ils mettent en place des campagnes de recrutement. Ils font par exemple du bug bounty qui pourrait aller jusqu'à $1 million, c'est-à-dire qu'ils invitent des gens qui ont trouvé des failles de sécurité et ils les rémunèrent pour avoir l'accès en primeur à ces failles de sécurité pour qu'ils puissent adapter leur suite logicielle. Ils vendent des machines compromises avec liste d'exploits réalisables, c'est-à-dire qu'ils font des audits de sécurité sur des machines qui ont été compromises et ils vont dire en face, vous aurez affaire à tel niveau de protection, par exemple tel antivirus, tel firewall, et ils sont capables aussi de mettre en œuvre des mécanismes de phishing. Donc c'est par exemple du phishing mais directement vocal. Donc ils utilisent des outils qui simulent a priori, d'après ce qu'ils vendent et ce dont ils se vantent, ils sont capables de simuler différentes voix avec différents accents. Et donc, on pourrait imaginer qu'un chatbot est capable de contacter un individu en se faisant passer, par exemple, pour son banquier avec un accent naturel et il va par exemple lui demander le code qui apparaît à son écran pour contourner, on peut l'imaginer, des systèmes de multifacteurs d'authentification. On a aussi des groupes qui sont spécialisés dans le vol d'informations en utilisant ce qu'on appelle des infostealers et qui vont, par exemple, collecter des identifiants de connexion qui peuvent être plus spécialisés que des keyloggers, par exemple, récupérer de la frappe d'authentification sur des systèmes bancaires. Enfin, par exemple, lorsque vous connectez à votre banque, eh bien, ils peuvent éventuellement sniffer les frappes que vous avez fait sur votre clavier. Tu as déjà cité là pas mal
de moyens d'attaque. Est-ce que tu en vois d'autres comme ça à énumérer qui sont utilisés par les cybercriminels pour contourner la sécurité? Oui, bien entendu. En fait, on se rend compte que, alors chez Sophos, on a fait des statistiques justement, quand on est engagé dans des phases de réponse rapide suite à un incident, eh bien, on va consigner les outils. Quand on a fait des enquêtes post-mortem, donc on va consigner et faire des statistiques sur les outils qui sont utilisés. On trouve très fréquemment ce qu'on appelle des LOL bins, c'est Living of the Land Binaries. C'est une liste de programmes qu'on va trouver par défaut sur des systèmes, alors qui peuvent être du PowerShell, des commandes.com, etc. Donc, et les gens qui sont capables d'utiliser des outils d'administration présents sur les systèmes pour en détourner de leur utilisation. On peut prendre par exemple Certutile, qui peut être utilisé pour télécharger des programmes sur Internet et d'autres systèmes, enfin d'autres programmes natifs au système d'exploitation. Ça, on le trouve assez fréquemment. On trouve aussi assez fréquemment des outils de type Mimikatz, qui est développé par un Français à l'origine sous le pseudonyme Gentil Kiwi et qui va permettre de faire ce qu'on appelle du pass the hash et donc être capable de contourner l'authentification et d'intercepter des tickets d'authentification Kerberos. On trouve des outils aussi qui sont utilisés par des pentesters de type des sondes Cobalt Strike, des suites de tests et d'évaluation de type Powersploit, du PowerShell Empire, et on a aussi ce qu'on appelle des Bring Your Own Vulnerabilities. On s'est rendu compte que certains drivers pouvaient être soumis à une faille de sécurité. Donc, lorsque des attaquants font la reconnaissance d'un système d'exploitation, ils vont trouver par exemple l'utilisation d'une souris et ils savent que ce driver, un driver spécifique, pourra être exploité pour exécuter du code à distance. Ils sont capables d'installer ce driver de souris qui est totalement légitime et qui est fourni par le fournisseur du matériel, mais ils sont capables par la suite de lancer une attaque en utilisant une faille de sécurité dans le driver en question. L'énorme avantage aussi, c'est que lorsqu'il déploie ce driver, il est signé. Donc les antivirus, les mécanismes de contrôle des programmes sur les ordinateurs ne vont pas forcément réagir s'ils n'ont pas identifié la source de sécurité. Et ben, dans ce rapport aussi, la Sophos, ça me fait penser à ça, souligne également le fait que même si Windows est la cible principale des attaquants, d'autres systèmes finalement sont également visés. Tu peux nous en citer d'autres? Bien entendu, on a eu un cas retentissant au début du mois de février concernant une attaque massive d'hyperviseur VMware. Ceci exploitait la faille de sécurité CVE-2021-21974. Donc c'est une faille de sécurité qui est connue depuis quelques années puisque le correctif est disponible depuis le 23 février 2021. Et là, on a eu une attaque massive sur des hyperviseurs. Ça a un intérêt majeur puisque de ce fait, on va être capable de mettre l'indisponibilité sur une infrastructure virtualisée complète. Donc pour les attaquants, c'est extrêmement intéressant. On a aussi différentes attaques qui sont multiplateformes, qui peuvent donc avoir des ESX, des machines Linux. On peut voir en plus l'énorme avantage d'attaquer un système Linux, c'est que aujourd'hui, surtout dans des environnements cloud, ils sont nombreux à héberger des serveurs d'infrastructure tels que des serveurs web, des serveurs de base de données. Donc à ce moment-là, ça va permettre une indisponibilité totale lorsque un ransomware attaque ce type de serveur. On a eu des crypto-mineurs, on a vu des crypto-mineurs. L'objectif, c'est d'installer un programme qui va générer de l'argent virtuel, donc faire ce qu'on appelle du crypto-mining. Et ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont installer leur programme et faire travailler le système, la machine en elle-même, pour générer de la monnaie virtuelle. On a vu des portes dérobées qui donnaient des accès en SSH et on a vu aussi la présence de toolkit d'attaque en déni de service distribué. L'intérêt ici, c'est d'avoir ce qu'on appelle une armée de bots, donc de machines zombies, qui peuvent être utilisées par des tiers pour commander une attaque en déni de service, comme l'a fait par exemple certains attaquants qui avaient décidé d'attaquer et de rendre indisponibles des serveurs de grosses structures. Pour les Mac,
on a vu des programmes qui faisaient, qui simulaient de la connexion sur des bannières de publicité. On a vu aussi des phases de détournement de navigateurs et ça va permettre d'avoir encore une fois une armée de robots à sa disposition pour générer énormément de clics et avoir des revenus détournés lorsque vous vendez une bannière de publicité. On a vu des keyloggers qui vont enregistrer la frappe des utilisateurs et on a vu aussi beaucoup de générateurs de hits sur des pages publicitaires. Concernant les mobiles, ceux-ci ne sont pas exempts d'attaques. Aujourd'hui, on le voit, les téléphones portables, les périphériques mobiles, eh bien, ils sont extrêmement puissants, connectés en permanence à Internet, et donc on a des applications compromises qui peuvent sembler inoffensives. Donc, on va par exemple avoir un programme qui sera publié sur l'un des stores de votre fournisseur de téléphone et qui a passé les tests de sécurité de ces stores. Donc, a priori, il n'a pas de source ni d'action malfaisante. En revanche, une fois installé, il est capable, ce programme, à un moment donné, donc il intègre ce qu'on appelle des mécanismes de chevaux de Troie, à un moment donné, il va télécharger un programme depuis une autre source non officielle qui, lui, va avoir un impact, qui peut être l'installation, encore une fois, de keylogger, etc., etc. On a aussi d'autres mécanismes qui ont exploité des failles dans les stores. C'est ce qu'on appelle chez Sophos des fleecewares, et donc c'est le fait de souscrire à des abonnements cachés. Ouais, tu viens d'énumérer là une multitude impressionnante de menaces et qui touchent en plus, comme tu l'as dit, des OS hyper répandus comme Linux. Naturellement, la question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour se protéger, quelles sont les bonnes pratiques ou ou même je dirais comment on met en place une sécurité proactive. Alors, je vais me référer par rapport à un document qui a été publié le 18 février 2021 par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, et ce document, il est libre, vous pouvez le télécharger, et il s'appelle la cybersécurité pour les TPE, PME en 12 questions. Donc il y a 12 points qui sont évoqués, moi je vais le résumer en 6 points principaux. Le premier, il faut partir du principe que tout le monde sera touché un jour ou l'autre. On le voit, eh bien aujourd'hui, les attaquants sont capables d'attaquer n'importe quelle personne, n'importe quelle organisation, et ils ont des méthodologies. Et ils sont capables de s'adapter à leur, pardon d'utiliser ceci, le terme, à leur client, en fait, plutôt à la victime. Et de ce fait, ils peuvent aussi être utilisés à leur insu. Donc, en sachant ceci, en étant informés, l'information est tellement importante que le prochain magazine Capital va faire un dossier, enfin publier un dossier sur les mécaniques de cybercriminalité aussi. Donc on voit que c'est un enjeu majeur. Le deuxième point, eh bien, c'est de gérer les sauvegardes. Assurez-vous que vos sauvegardes soient fonctionnelles. Donc vous devez respecter la loi des 3-2-1. Faire 3 jeux de sauvegarde sur 2 supports différents et un jeu de sauvegarde hors site. N'utilisez pas les fonctionnalités et n'hébergez pas sur un serveur auquel pourraient avoir accès les assaillants directement. Ils vont supprimer les systèmes de sauvegarde. Donc en ayant un jeu de sauvegarde directement hors site, vous allez être capable de restaurer. Mais bien entendu, pour être capable de restaurer, il faut s'assurer que sa sauvegarde fonctionne. Il va falloir prévoir à un moment donné une restauration pour valider que lorsqu'on en aura besoin, celle-ci sera efficiente, disponible et prête à être utilisée. Le troisième point, eh bien, c'est des mécanismes de protection multicouche avec vision corrélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit mettre en œuvre plusieurs niveaux de protection sur les terminaux, sensibiliser les utilisateurs, sur l'infrastructure, faire de la ségrégation des flux réseau, à minima mettre une DMZ ou plusieurs DMZ fonctionnelles, faire le contrôle des flux. Aujourd'hui, on voit les firewalls ont la capacité de remonter directement dans l'infrastructure et de faire du filtrage directement dans les zones d'hébergement pour avoir une ségrégation fine. Mettez en œuvre ces fonctionnalités, vous avez la puissance pour pouvoir le faire.
Le quatrième point, c'est une évidence, ne payez jamais la rançon, ne payez pas cette rançon. Vous devez, bien entendu, éviter ce genre de choses, sinon les attaquants vont vous considérer comme, pardonnez l'expression, une vache à lait. Et ils pourraient revenir plusieurs fois parce qu'ils savent que vous payez les rançons. Le cinquième point, l'avant-dernier, c'est faites-vous aider. On a affaire, nous, par exemple, à différents types de sociétés. Ce n'est pas forcément usuel d'avoir les mécaniques, justement, et les capacités techniques et humaines pour pouvoir répondre lorsque l'apocalypse arrive. Le dernier point, c'est élaborer un plan de remédiation. Chacune des équipes de votre entreprise doit être entraînée à chacun des niveaux. Donc ça va être la direction générale qui va donner le guide, le fil conducteur à appliquer lorsque quelque chose pourrait arriver. Ça va être les services de communication qui vont publier justement les informations, publier les papiers aux relations publiques. Ça va être bien sûr les services techniques qui vont être entraînés à appliquer une procédure claire, explicite, mise à jour, qui vont avoir bien sûr qualifié la sécurité à apporter sur chacune des briques et des données. Ça va être aussi les équipes commerciales qui vont devoir dialoguer et ne pas dire n'importe quoi à leurs différents interlocuteurs. Ça va être aussi les services légaux, les services juridiques, qui devront faire de la communication et avoir la vision pour être conforme aux réglementations. Si on prend l'exemple de règlement général de la protection des données, donc l'ensemble de l'entreprise et des différents services doit être impliqué, doit être entraîné à y répondre. Et bien sûr, l'utilisateur final doit être entraîné pour éviter de tomber dans des mécanismes de phishing, de vishing, de smishing. Tous ces mécanismes, si les utilisateurs sont sensibilisés à ce genre de choses, ils vont pouvoir éviter justement le maillon faible, d'être le maillon faible dans la chaîne et de servir de vecteur d'attaque. Ouais, là tu mets le doigt sur un point, je trouve, très important, la sensibilisation des équipes dans les entreprises, ouais, pour éviter de finalement se retrouver piégé en fait par une attaque certes bien dissimulée, mais qui aurait pu être évitée par en fait un mauvais réflexe, quoi, qu'on n'aurait pas sensibilisé. Exactement, tout à fait. Merci, on arrive en fait quasi à notre fin du podcast. Benjamin, juste avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner toi ta vision un peu de l'avenir de la cybersécu et quels sont les prochains défis à venir? Alors le premier, c'est un constat. On voit justement que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc on peut considérer que l'industrie de la cybercriminalité va encore s'adapter, comme on l'a vu dans le passé, ils ont su adapter leur modèle, ils vont encore s'adapter pour justement répondre aux nouveaux mécanismes de défense. On voit que le retour sur investissement de ces personnes sont colossales. Si par exemple Lockbit est capable d'offrir une prime d'1 million de dollars lorsqu'on leur fournit une faille de sécurité non connue encore, on peut imaginer qu'ils vont avoir un retour sur investissement largement supérieur. On a vu aussi que lorsque des attaques et des personnes sont recherchées, les sanctions sont très difficilement applicables. Il semblerait que certains États incluent dorénavant des phases de cyberguerre dans leur tactique d'attaque. On a vu, par exemple, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, une attaque du réseau de communication par satellite KASAT par un effaceur de données juste avant l'invasion russe. On a aussi des outils qui vont assurer la compromission et le détournement, à titre d'exemple, de messagerie pour communiquer avec des clients afin de les faire payer en usurpant l'identité d'un tiers. On a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle des IoC, Internet of Things, des petits périphériques branchés directement à Internet qu'il va être très difficile de sécuriser et on ne se rend pas forcément compte que ça pourrait être un vecteur d'attaque ou un proxy d'attaque. Donc, chez Sophos, on étend le périmètre d'action afin d'avoir une vision totale du panorama et continuer d'offrir un ensemble de logiciels, matériels et services à la pointe afin d'aider nos clients, nos partenaires à faire
face à ces nouveaux enjeux de la cybersécurité. Merci infiniment, Benjamin. Tu as relevé le défi qu'on s'était fixé ensemble, qui était de nous donner l'essentiel de ce rapport annuel de Sophos sur la cybersécu en à peu près une vingtaine de minutes. Donc bravo à toi. Lors de la publication du podcast, on vous donnera bien entendu le lien vers le rapport. Benjamin et moi-même sommes à votre écoute. Si vous avez des questions sur ce rapport ou sur la cybercriminalité, vous pouvez nous contacter via nos profils LinkedIn. Prochain podcast sera très probablement sur la même thématique. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore Benjamin et à bientôt. Merci beaucoup Eric et à bientôt.